Courtelinerie. Première partie, la tasse de chocolat de Madame Courteline. À l'aube du prochain 20e anniversaire de ce tout jeune 3e millénaire de l'ère chrétienne, notre civilisation occidentale a offert à l'humanité, entre autres dans le domaine de la médecine, de spectaculaires avancées scientifiques. Je crains néanmoins que cela soit insuffisant pour me maintenir très au-delà des bientôt 90 années de ma présence parmi vous. Serais-je outrecuidant en pensant que ma narration de lointains souvenirs de jeunesse puisse encore retenir l'intérêt de quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous ? Je m'en remets à votre jugement en vous offrant cette petite trilogie sans prétention sur Georges Courteline. Il se trouve qu'en plus de m'être délecté de la lecture de ses œuvres, j'ai vécu ma prime jeunesse dans un environnement qui ne me permettait pas de l'ignorer. J'étais trop jeune pour l'avoir personnellement connu. Il décéda en effet en l'an de grâce 1929, un triste, pour lui, 25 juin, soit 2 ans avant ma naissance. Par contre, j'ai bien connu son épouse dans les dernières années de sa vie, qui se trouvaient être aussi les premières de la mienne. Madame Courteline, car tout le monde la nommait ainsi, bien que le véritable nom de son époux ait été Georges Moineau, habitait dans un immeuble cossu, proche de celui plus modeste où mes parents et moi logions, face au square Courteline, dans le 12e arrondissement de Paris. Dans les années de guerre, ce devait être en 1942 ou 1943, je me souviens qu'elle aborda sur le trottoir les 2 petits chenamans dont j'étais, et qui, malgré la bise qui incitait les passants à presser le pas, menait une partie de billes d'enfer dans le caniveau. Sans doute, la vue de nos mains bleuies par le froid l'amena à nous proposer de venir boire un chocolat dans son appartement. Chocolat. Nul de ceux qui, blasés, parcourent de nos jours les rayonnages des supermarchés, croulant sous des monceaux de denrées aussi nombreuses et variées que tentatrices, ne peuvent imaginer combien ce mot était à cette époque chargé de réminiscences d'un passé révolu. Ce fut donc, en tenant dans chacune de ses mains, habillée de longue en noir, une menotte des 2 gamins de 10 ans, qu'elle se dirigea vers l'aristocratique portail du 43 avenue de Saint-Mandé. L'intérieur du vaste appartement ne ressemblait en rien à celui, pourtant confortable et douillet, où je gitais d'ordinaire. Hormis une sorte de sculpture en bronze qui, dans l'entrée, m'avait un peu effrayé, car 4 serpents enroulés sur une grosse branche d'arbre dardaient aux 4 points cardinaux d'inquiétantes têtes au bout de leur long cou, tout respirait la sérénité. Sans en avoir d'autres souvenirs précis, j'en garde comme l'impression d'être entré dans une sorte de musée, où tous les objets, au milieu duquel le grand homme avait vécu, étaient désormais figés comme dans l'attente de son retour de voyage. Madame Courteline était la gardienne vigilante de ce temple dédié à l'être cher qui, dans le cadre du grand portrait le représentant dans le salon, posait sur tout cela son souriant regard de philosophe amusé. Mais ce fut dans la grande cuisine un peu sombre, à cause des journaux collés sur les carreaux pour cause de défense passive, que nous attendait dans 2 tasses la merveilleuse boisson. En fait, il s'agissait principalement d'eau chaude, dans laquelle la bonne dame avait parcimonieusement dilué 2 cuillerées à café d'un petit pot de cacao sucré. Par quel réseau clandestin cette rareté avait-elle abouti chez la vieille dame ? Et quel profond altruisme lui interdisait-il de la réserver à son seul usage ? Peu importe. Nul ne saura qui, des consommateurs ou de la donatrice, s'en retira le plus grand bonheur. Un autre jour, mais j'étais seul cette fois, je fus invité à nouveau à consommer une autre tasse. Je me souviens que la dame me demanda si je travaillais bien à l'école
et ce que faisaient mes parents, puis, tout à trac, me demanda si je serais content si elle me racontait une histoire. Comme j'acquiesçais, elle me récita, je ne me souviens plus quoi, sans doute une poésie, mais j'en garde l'impression d'une sorte d'inexplicable enchantement. Était-ce que le texte, quel qu'il ait pu être, véhiculait des notions par trop hermétiques pour un jeune enfant, que j'en ai gardé aucune souvenance ? Sans doute, mais par contre, ce visage aux grands yeux sombres, aux expressions perpétuellement changeantes, ses mains, soulignant telle la baguette d'un chef d'orchestre les modulations de la voix, avaient su captiver l'attention du jeune spectateur. Spectateur ? Tel était bien le rôle que m'avait dévolu la bonne dame, et ce ne fut que bien plus tard, lorsque ce souvenir d'enfant ressurgit dans mon cerveau d'adulte, que je compris la signification de la scène. Madame Courteline avait été actrice et avait joué sous le nom de Jeanne Brécourt dans une revue dont Georges était co-auteur avec un certain Catulle Mendès. Je dois ici aussi, au risque de faire perdre le fil de l'histoire au courageux lecteur, que ce n'est que tout dernièrement, et fortuitement, par le biais de ma passion pour les vieux clichés photographiques, que je fis plus ample connaissance avec ce Catulle Mendès. Mes bien chers et patients amis, si vous le souhaitez, vous n'en ignorerez plus rien en lisant une autre petite histoire, partiellement autobiographique également, qui fut la première de mes élucubrations. Vous la trouverez, à la suite de celle-ci, sous le titre « Enfin, ça y est ». Mais de quoi parlions-nous déjà ? Ah oui, Madame Courteline. Jeanne Brécourt connut donc Georges en jouant en 1892 au Nouveau Théâtre Les Joyeuses Commères de Paris. Elle ne l'épousera que 15 années plus tard, après le décès de la première Madame Courteline, qui avait, elle aussi, été actrice dans la même pièce. Lors de cette seconde et malheureusement dernière tasse de chocolat chez la bonne dame, je vis, en repartant, pendu sur la tête l'un des effrayants reptiles de l'entrée, une sorte de manteau sombre sur lequel était cousue une étoile jaune. Comme le vêtement n'était pas là à notre arrivée, et que j'entendais, comme de légers bruits derrière une porte fermée de l'appartement, j'en conclus qu'une autre personne, homme ou femme, s'y acquittait de quelques tâches ménagères au service de cette femme âgée. Cette étoile jaune n'a jamais quitté ma mémoire. Le soir, mon père, me questionnant sur mes activités de la journée, je lui raconte surtout la bonne tasse de chocolat, mais aussi l'étoile jaune, car je savais, comme on nous l'apprenait à l'école communale de la rue de Picpus, que le port de cette marque était obligatoire pour des gens peu recommandables que l'on appelait les juifs. D'ailleurs, notre instituteur, Monsieur F., nous avait fait visiter quelques semaines auparavant une grande exposition où était bien expliqué tout ce que ces gens nous faisaient comme mal. À l'entrée de cette belle exposition, il y avait dessiné une grande tête d'un homme avec un gros nez crochu et un mauvais regard. C'était un juif. C'est vous dire que je n'étais pas du tout content d'avoir vu l'étoile jaune chez la bonne dame. Mais ce qui m'effraya vraiment, ce fut la réaction violente de mon papa qui se résuma en une phrase. Si jamais tu reparles de cela à qui que ce soit, tu te souviendras longtemps de la fessée que je t'administrerai. Il faut vous dire que mon père avait des opinions diamétralement opposées à celles de Monsieur F. Il écoutait donc de préférence la radio de Londres plutôt que le Poste parisien. Il avait, à cet effet, réalisé une sorte de grand cadre en forme de losange sur laquelle il avait bobiné un grand nombre de spires de fil de cuivre. Il semblait que seule l'orientation de ce cadre, avec une précision extrême, permettait de séparer « les Français parlent au français » du puissant brouillage généré par un émetteur allemand. Quelques jours avant la libération de Paris, il sera tué, le 4 juillet 1944, d'une rafale de mitraillettes par la milice de Vichy, me conférant dès lors le statut de pupille de la nation. Ce n'est encore que bien plus tard que je compris la présence de ce vêtement marqué d'infamie. Jeanne Brécourt était née Sarah Bernstein, et je suppose que la police de Vichy soit ignorait ce détail, soit n'osait pas s'attaquer au symbole qu'elle représentait. Quant au pauvre manteau sombre, c'était sans doute celui d'un ou d'une coreligionnaire qu'elle secourait ou qu'elle cachait. Je vous invite, si vous le souhaitez, à écouter maintenant la deuxième partie de ces courtelineries
le buste de Georges.